Bonjour, je m'appelle Samuele Cortese, je suis neuropsychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Je travaille dans la région de Cambridge, en Angleterre. Et aujourd'hui, je vais parler du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent, et donc du dépistage précoce des épisodes bipolaires, et dépistage et traitement. Je remercie toute la Fondation Fondamentale pour l'invitation et vous pour être ici aujourd'hui. Et donc les titres de mon topo m'amènent à parler du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent. Et comme Richard le disait, au fait, ce n'est pas exactement mon sujet de recherche, qui est plutôt les troubles déficit d'attention et hyperactivité, mais c'est vrai que depuis un certain moment, je m'intéresse de plus en plus en recherche et surtout dans ma pratique clinique, parce que ça m'interroge beaucoup, aux relations entre les TDAH et les troubles bipolaires. Donc ça fait un certain moment que je m'intéresse aussi à la question du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent. Avant de démarrer ma présentation, juste je voulais présenter mes possibles conflits d'intérêts. Pour le moment, j'ai aucune relation avec l'industrie. Dans le passé, j'étais au fait consultant pour Shire en 2009-2010 et aussi j'ai reçu des financements de la part de Lilly et Shire. Mais actuellement, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, les sujets dont on va parler aujourd'hui, au fait, c'est assez compliqué. C'est, je crois, peut-être les sujets les plus controversés en ce moment-là en pédopsychiatrie. Par ailleurs, je pense que la plupart de vous, vous êtes psychiatre d'adultes, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de pédopsychiatres, donc ça c'est bien parce que je pense que moi je ne suis pas du tout psychiatre d'adultes, je suis pédopsychiatre, donc c'est bien de partager notre expertise sur ces liens en commun. Et donc le sujet est très controversé et comme je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure dans ma présentation, le problème principal c'est vraiment la définition du trouble. Et comme vous voyez, au fait de la terminologie dans la littérature, je m'excuse, je n'avais pas le temps de faire la traduction des diapos en français, mais je pense que ça va aller. Il y a plusieurs termes qu'on retrouve dans la littérature pour ce sujet, donc trouble bipolaire pédiatrique, juvénile, manie bipolaire pédiatrique juvénile, et trouble bipolaire prépubertaire et pubertaire et trouble bipolaire à début précoce ou à début très précoce. Et peut-être là où on a vraiment la confusion et les problèmes, les débats, c'est justement jusqu'à quel point on doit élargir les phénotypes cliniques, c'est-à-dire on parle dans la littérature pédiatrique des phénotypes étroits, des phénotypes intermédiaires ou des phénotypes larges. Et toute la problématique est effectivement là. Donc je vais stresser beaucoup ces points-là parce que, comme vous comprenez, si on n'arrive pas à définir les troubles, on n'arrive pas à avoir un consensus sur les dépistages et sur les traitements, justement, qui est le sujet de ma présentation aujourd'hui. Donc, pour ça, j'ai pensé au fait de démarrer avec quelques notes historiques. J'aime pas trop faire ça parce que finalement, j'aime plutôt parler de la clinique de tous les jours plutôt que de faire des blablabla historiques. Mais je pense qu'en ce cas-là, c'est très important parce qu'en fait, tous les débats qu'il y a actuellement, surtout aux États-Unis, on les retrouve en fait dans l'historique du développement du concept du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent. Et après, je vais parler des caractéristiques cliniques particulières de ces troubles chez l'enfant et surtout l'adolescent. Et je vais parler du diagnostic et des systèmes qui sont proposés actuellement pour faire le diagnostic. Et finalement, je vais terminer avec quelques notes sur les traitements. Voilà, ça c'est un peu le plan de ma présentation. Bien, je ne veux pas perdre beaucoup de temps, mais je pense que c'est important de dire que dans les premières descriptions du trouble bipolaire, soit les plus classiques et pas forcément scientifiques, comme vous voyez dans la Grèce, soit les premières descriptions qu'on peut appeler modernes, dans le sens de
scientifico-descriptive et phénoménologiques Faré et Ballager, qui étaient, comme vous savez mieux que moi, à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont parlé du concept de folie circulaire et de folie à double forme. Dans toutes ces premières descriptions, il n'y a aucune mention à l'enfant et à l'adolescent. Et la première description qu'on reporte dans la littérature, c'est celui-là, qui est assez classique, cité dans plusieurs articles. C'est d'un médecin qui travaillait dans un hôpital à Londres et qui a été le premier reporté dans un papier, dans un journal scientifique, la description d'un adolescent de 3 ans dans lequel on avait une alternance de mélancolie et de manie. Après, quand même, les conseils, la notion, c'est que même s'il y avait des cas, ces cliniciens ils arrivaient à repérer des cas, c'était quelque chose d'extrêmement rare, de pas très fréquent. Et comme vous voyez ici, par exemple, c'était un célèbre psychiatre en Allemagne. Et lui, il parlait justement du fait que les troubles, c'est quand même extraordinaire et exceptionnel, c'est rare. Même Kraepelin lui-même, je pense que vous connaissez ça, il avait décrit des cas d'enfants, et même s'il disait que l'âge le plus fréquent du début du trouble c'était à l'entour de 15-20 ans, il avait décrit un tout petit pourcentage d'enfants, moins de 10 ans, même il avait décrit des cas de 5 ans, mais c'est pas clair s'il avait vraiment vu ces enfants-là ou si c'était plutôt les patients adultes qui rapportaient ça. Et même pour continuer dans l'évolution historique, en fait, Kanner, qui, comme vous le savez, ce n'est pas seulement célèbre pour la description de la forme d'autisme qui par son nom, mais parce qu'il avait écrit un manuel de pédopsychiatrie qui était très célèbre à l'époque, et il avait tout décrit les possibilités de transition entre la phase maniacale et dépressive chez l'enfant. Ceci dit, c'est intéressant de noter qu'après, à partir de 1935, parce qu'il a fait plusieurs éditions de ces bouquins, la notion des troubles bipolaires elle était disparue du manuel. En fait, on pense que c'est à cause de l'influence de la psychanalyse, parce que vous savez que même si les psychanalystes comme Abraham et Klein avaient décrit les défenses maniacales comme cause du trouble bipolaire à l'âge adulte, en fait, ils pensaient que l'enfant et l'adolescent, ils n'ont pas encore la structure cognitive et psychoaffective pour développer un trouble bipolaire. Et donc ça, c'était une période un peu négative pour les troubles bipolaires chez l'adolescent et l'enfant. Et donc, d'un côté, et c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle je présente ces excursus historiques, que, au fait, d'un côté, on a déjà une controverse entre des professionnels comme Bradley, qui par ailleurs, je pense que vous savez, c'est celui qui a découvert par hasard la dexédrine, donc un précurseur de la ritaline. Il disait qu'il faut faire très attention à faire le diagnostic de ces troubles parce qu'il n'y avait pas effectivement des données. Et par contre, et ça je trouve que c'est très intéressant, il y avait déjà une tendance dans les années 50 pour décrire des formes particulières des troubles bipolaires, des formes précoces, qui on retrouvait chez des enfants qui communément on peut classifier avec des troubles du comportement. Et donc, ce n'est pas du tout la description classique chez l'adulte que vous connaissez très bien, mais c'était des formes très différentes qui sont très similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui et qui a été proposé dans les dernières 15 ans à peu près, ce qu'on appelle le phénotype large du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent. En fait, ça a été proposé surtout pour 2 écoles aux États-Unis. Par ailleurs, beaucoup des papiers d'évidence que je vais mentionner aujourd'hui, ça dérive des États-Unis. Et pas parce que je pense forcément qu'ils sont les meilleurs en termes de phénoménologie, de description clinique, mais parce que finalement la plupart de la littérature sur les troubles bipolaires, c'est des États-Unis. Et donc, la première école, c'est de WashU, Washington University, qui a une tradition très solide de classification, et par Barbara Geller. Et donc, elle a proposé il y a 10 ans, 15 ans, 2 formes qui sont vraiment différentes par rapport à ce qu'on connaît chez l'adulte. Donc, la forme, la première, vous voyez ici, a des cycles ultra rapides avec des épisodes brefs
qui dure moins de 4 jours, donc la durée de l'hypomanie selon les dessins, et donc pour lesquels on peut avoir de 5 à plus de 300 cycles par année. Et après, la forme qu'on appelle ultradienne, donc avec des épisodes très brefs et qui durent des minutes ou des heures. Et ça, c'était très controversé et très discuté. L'autre encore plus controversé, c'est l'école de Biederman et de Wozniak, c'était un collègue de Biederman à Massachusetts General Hospital à Boston. Donc la description que cette école fait est très très différente par rapport à la description classique du trouble bipolaire cyclique, parce qu'il propose en fait qu'il y a des épisodes mixtes, et surtout avec une forte composante d'irritabilité et des troubles vraiment des colères, des explosions de colère, qui est pas périodique et cyclique, mais qui est quelque chose plutôt de chronique, qui représente comme une baseline dans le fonctionnement de l'enfant. Et d'après leur définition, 20% des enfants qui voient dans leur clinique avec TDAH, ils présenteraient ces formes-là. Or, vous comprenez que selon de la définition et où on met la limite, la prévalence, bien sûr, elle peut augmenter de façon très, très évidente. Et ça, c'était effectivement, c'est les problèmes actuels, c'était les problèmes qui ont été repérés. Et je dirais que même les Américains, ils sont très critiques vis-à-vis de ça. Et c'est le cœur du débat qu'il y a actuellement. Donc, en fait, ces graphiques, c'est très, très célèbre, c'est un papier de 2007 de Carlson. Et en fait, vous voyez, ils ont analysé la prévalence des enfants qui sortaient de l'hospitalisation en psychiatrie. Et donc, vous voyez en jaune la prévalence du trouble bipolaire, selon la définition pas très claire que je viens de dire, parce qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'ils entendaient par trouble bipolaire, mais vous voyez que si 96, ça c'était la prévalence, 2004, c'est ça, donc c'est plus ou moins un tiers de toute la barre. Et donc ça aussi, ça c'est un autre papier très célèbre sur Archives 2007 d'un collègue espagnol. Et donc, vous voyez qui travaillait à la Columbia University. Et donc, en fait, ça, ils ont analysé la prévalence des visites pour troubles bipolaires chez des généralistes et des psychiatres qui prenaient en charge les patients. Et vous voyez que la prévalence a augmenté beaucoup. Ceci dit, comme tous les graphiques, il faut les interpréter et bien sûr, il faut savoir que ça, ce n'est pas la prévalence du trouble bipolaire. Ils ont analysé la prévalence des visites avec les codes trouble bipolaire. Et donc, ce n'est pas la prévalence du trouble, c'est la prévalence administrative, mais surtout des visites. Et on parle d'une prévalence qui est très, très bas. C'était presque 0,04. Et donc, en fait, dans 10 ans, elle est augmentée de 40 fois. Et après, donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? Bon, en fait, il y a plusieurs explications. La plus peut-être intuitive, c'est que finalement, tout ça a été poussé par l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est une critique assez fréquente. Et il suffit de voir la prescription des antipsychotiques atypiques chez l'enfant aux États-Unis de 1993 au 2002. Donc, ces graphiques, il parle lui seul. En fait, les choses ne sont pas très simples et comme toujours quand il y a un débat, avoir des positions noires ou blanches, ce n'est pas, je pense, forcément la stratégie la meilleure. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu cette augmentation, mais c'est vrai aussi qu'il y a des données qui nous disent que même aux États-Unis, à peu près la moitié des enfants qui présentent un trouble bipolaire, et ce n'est pas clair encore quel type de trouble bipolaire, ne sont pas traités. Et parmi ceux qui sont traités, la moitié, ils sont traités avec des traitements qui ne sont pas appropriés. Je vais tout à l'heure parler des traitements. Donc vous voyez, c'est un sujet très controversé. Et en tout cas, c'est clair que la situation en Europe, c'est très différent par rapport à la situation aux États-Unis. Et ça, c'est un collègue de l'Allemagne avec lequel je collabore qui avait analysé les données
les admissions à l'hôpital sur 100 000 sujets en Allemagne chez les enfants. Et vous voyez, selon l'âge inférieur à 15 ans, la prévalence elle est plus ou moins stable, elle est augmentée légèrement. Et dans la tranche d'âge 15-19, en fait, il y a quand même une augmentation, mais ça reste des chiffres très, très inférieurs par rapport aux les chiffres des États-Unis. Donc, en fait, comme je disais, même les Américains ils se sont très inquiétés pour ça. Et déjà, plus de 10 ans, il y a eu un consensus à l'NIH, dans lequel il y avait tous les experts dans les États-Unis sur les troubles bipolaires chez l'enfant, et il y avait quand même un consensus sur le fait qu'il faut faire une évaluation avec des outils standardisés. Il y avait un consensus très évident qu'il y a quand même des relations très étroites avec les TDAH, on verra tout à l'heure. Mais les gros problèmes, c'était sur comment on va classifier ces phénotypes et élargir, et jusqu'à quel point on va élargir les phénotypes, et quelle est l'évidence à la base d'élargir ça. Donc, pour résoudre un peu ça, et pour avoir des données plus sur le plan empirique, sinon on va parler seulement des polémiques, en fait, il y a eu deux importantes lignes d'investigation aux États-Unis qu'ils ont reçues. Ils sont en train de recevoir beaucoup d'argent, de financement. La première, c'est d'essayer de comprendre mieux qu'est-ce que c'est les troubles bipolaires NOS, donc non spécifiés. Et la deuxième, c'est parce que ça s'est revenu beaucoup dans les publications. Et la deuxième, c'était de mieux comprendre qu'est-ce que c'est donc ces formes avec irritabilité chronique que certains groupes ils proposent comme la caractéristique péculière du trouble bipolaire chez l'enfant. Et la première ligne, en fait, je vais montrer l'étude la plus importante, c'est assez célèbre dans le domaine de la pédopsychiatrie, c'est l'étude COBE, Course and Outcome Bipolar Youth, et dans lequel pratiquement ils ont fait des critères opérationnels pour les troubles bipolaires NOS. Ils l'ont défini comme des symptômes de troubles bipolaires, donc avec euphorie ou irritabilité, qui durent au moins 4 heures et maximum 24 heures, avec des périodes comme ça. Et dans la liste des symptômes B du trouble bipolaire que vous connaissez très bien, donc le sommeil, la grandeur, etc., au moins 2 si l'humeur était euphorique, ou au moins 3 si l'humeur était irritable. Et après, ils ont défini mieux en termes de lifetime prevalence de ces épisodes. Donc, la chose intéressante, c'est que quand on prend ces 3 groupes-là, les troubles bipolaires type 1, selon les critères classiques de l'adulte, troubles bipolaires 2 et les troubles bipolaires NOS, à la baseline, il n'y avait pas de différence en termes de la qualité des symptômes, des types de symptômes, la durée de la maladie, la prévalence des comorbidités psychiatriques, la prévalence de l'idéation suicidaire et les types de symptômes maniaques. Par contre, c'est vrai que les troubles bipolaires 1, c'était une forme plus grave, donc avec plus de symptômes en termes quantitatifs, avec une gêne fonctionnelle majeure, et avec comme vous voyez, des taux d'hospitalisation, prévalence des psychoses et des tentatives de suicide majeurs. La chose intéressante, donc, comme je vous disais, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est finalement ça. Est-ce que ça va en lien avec finalement l'évolution vers troubles bipolaires qu'on connaît chez l'adulte. Pour le moment, on a les follow-up à 4 et à 5 ans, et ce qu'il montre ça, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de la prévalence de, comment on dit recovery en français? Yeah. Et donc des récurrences à partir de l'épisode index, donc pas de différence. Par contre, les troubles bipolaires NOS est présenté un temps moyen plus long pour la récurrence à partir de l'épisode index. Et donc, c'est quelque chose, on pense toujours que les troubles bipolaires NOS, c'est quelque chose de mineur qui n'a pas vraiment un impact sur la qualité de vie, on a un impact mineur. En fait, ces données-là, ils ne nous disent pas exactement ça. Et la chose plus intéressante dans les follow-up à 5 ans qui a été publié il y a 2 ans sur JACAP, il y avait quand même 41% des troubles bipolaires NOS qui convertaient soit en trouble bipolaire de type 1, soit en trouble bipolaire 2 avec les critères classiques.
Donc vous voyez que finalement, considérer ça comme une forme mineure qui ne mérite pas d'être étudiée, ce n'est pas correct, c'est quand même intéressant de les suivre. L'autre côté, l'autre ligne d'investigation, c'est sur l'autre problématique, comme je vous disais, c'est-à-dire l'irritabilité chronique. Donc ça, c'était assez étudié, surtout par l'équipe de Liebenluft, encore une fois au NIH, qui a eu beaucoup de financement pour comprendre exactement ces enfants avec irritabilité chronique, mais on ne parle pas du fait qu'ils ont des manifestations de temps en temps d'irritabilité, c'est une irritabilité très sévère. Ils ont appelé dans un premier moment Severe Mood Dysregulation et maintenant on verra tout à l'heure dans les DSM-5 comment ça a été appelé. Eh bien, c'est intéressant de voir, la question principale c'était est-ce que ça, les enfants qui présentent ça, ils vont vraiment devenir des adultes avec troubles bipolaires classiques? Et la réponse est non, d'après les données qu'on a pour le moment, selon les follow-up qu'on a pour le moment. Et donc, ils ont analysé plusieurs cohortes, et ça, c'est parmi les plus célèbres études d'épidémiologie chez l'enfant et l'adolescent, et les Grace Mack Mountain Study. Et donc, ils avaient beaucoup de données pour analyser ça, et donc, ils ont vu que finalement, si on va prendre les enfants avec severe mood dysregulation, c'est-à-dire beaucoup d'irritabilité avec un fond chronique, et les enfants sans severe mood dysregulation, on va voir l'évolution de la première étape à la deuxième étape, donc de l'âge moyen de 10 ans à 18 ans. On trouve que la seule différence, c'est ça. Donc, ils ont plus probabilité de développer des troubles dépressifs, mais pas des troubles bipolaires. Et ça, c'était répliqué dans plusieurs études. Ça, je les montre toujours parce que, première, c'est un collègue ami à l'IOP à Londres, et deuxième, parce que la diapo, ça me semble-t-il, elle part très claire. Donc, ils ont pris deux groupes, donc les enfants avec severe mood dysregulation et les enfants avec des troubles bipolaires classiques, avec tous les critères qu'on connaît chez l'adulte. Et ils ont regardé l'évolution au follow-up à 28 mois. Et donc, vous voyez la prévalence des enfants qui présentaient des hypomanies ou manies ou des épisodes mixtes au follow-up. Et donc, quand même, il y avait seulement un enfant parmi les SMD et beaucoup d'enfants chez les autres. Donc, pour résumer ça, il semble-t-il que cette entité elle n'aurait pas vraiment le droit d'être classifiée parmi les troubles bipolaires ou dans le spectre bipolaire, ce serait quelque chose à part. En fait, ça a été proposé par Liebenluft comme Severe Mood Dysregulation pour le DSM-5. Après, vous savez, tous les processus qu'il y a eu du DSM-5, ils ont mis dans les sites, donc ils ont reçu les feedbacks de tous, et finalement, ça a été changé avec ce nom-là que vous trouvez pas parmi les troubles de recherche, mais dans les textes du DSM-5, Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Donc, je ne vais pas lire dans les détails les critères parce que je n'ai pas le temps, mais finalement, c'est caractérisé par des épisodes de colère excessive et qui sont inconsistants avec les niveaux du développement. Et ils ont quand même mis des limites en termes temporels. Et c'est important aussi de dire en termes des critères temporels, mais aussi en termes de diagnostic différentiel, parce que bien sûr, l'irritabilité, c'est un symptôme qu'on retrouve pratiquement dans la plupart des troubles pédopsychiatriques. Donc, le problème, ça, c'était, et c'est dit clairement dans les textes du DSM-5, la raison pour laquelle ces troubles ont été proposés, c'est pour limiter les diagnostics du trouble bipolaire. Le problème, c'est qu'à mon avis, et à l'avis surtout d'autres collègues beaucoup plus éminents que moi, ce n'est pas en changeant les normes de quelque chose qu'on change le problème, parce que probablement aux États-Unis, il y a les risques, c'est aussi ailleurs, que quand on voit des enfants avec irritabilité, on passe à côté de tout ça. On fait les diagnostics de ça et on les traite avec antipsychotiques parce que ça, c'est un peu la tendance. Donc, ce n'est pas en changeant les normes qu'on change la problématique de fond. Et aussi, comme vous savez, aux États-Unis, c'est très important d'avoir les labels, les diagnostics, parce que ça donne le droit d'avoir des bénéfices en termes de services, d'argent que les familles reçoivent et comme ça. Donc, c'est quand même pas seulement un problème scientifique, c'est un problème plus social et général.
En tout cas, comme vous savez, il y a eu des field trials pour les diagnostics du DSM-5 dans lesquels ils ont étudié la reliability, c'est-à-dire si on demande à deux psychiatres indépendants de faire la cotation d'un cas, de faire les diagnostics, quel est le niveau de consensus avec les CAP, vous savez, c'est un index pour étudier les consensus. Et au fait, si les troubles du spectre autistique, les TDAH, avaient un kappa index très élevé, en fait, ces nouveaux troubles, ils étaient plutôt dans la zone de questionable agreement. Et donc, comme vous voyez, c'est quelque chose de très nouveau. Et ça a été très critiqué le fait qu'il a été mis dans les DSM-5, même s'il n'y avait pas beaucoup encore d'évidence, et c'est quelque chose de nouveau, mais c'était fait vraiment pour limiter des problèmes en termes de prévalence de troubles bipolaires. Donc, comme vous voyez, si on va continuer comme ça, à la fin de ces conférences, je pense que vous direz j'ai rien appris parce qu'il a parlé surtout des confusions et des problèmes. C'est vrai. Et donc, je pense qu'à mon avis, la chose la meilleure à faire, c'est de retenir quand même des standards qui sont peut-être plus prudents, mais quand même plus rigoureux, européens. Et je pense que ça ne va pas arriver, la situation aux États-Unis, ça ne va pas arriver ici forcément, mais il y a quand même des soucis dans ce sens. Mais si on lit les guidelines du NICE, comme vous savez, c'est très extrêmement rigoureux. Sur les troubles bipolaires, il dit clairement que chez l'enfant prépubertaire, on a le droit de faire le diagnostic de troubles bipolaires de type 1, mais il spécifie clairement que la caractéristique essentielle, c'est la manie et l'euphorie, avec une certaine durée et épisodique, pas chronique. Et surtout, ils disent clairement que l'irritabilité, ce n'est pas un critère diagnostique core, c'est-à-dire important. Et chez l'adolescent, ça peut être l'irritabilité, un critère important, mais encore une fois, si c'est épisodique. Et tous les problèmes, c'est justement de repérer les caractéristiques des épisodes plutôt que comme un fonctionnement standard. Et ils sont très prudents sur les troubles bipolaires de type 2, en disant que pratiquement il n'y a pas beaucoup d'évidence, donc ils invitent à la prudence. Et aussi pour les troubles bipolaires NOS, que comme je vous disais, il est en train d'être étudié. Et ils pensent qu'ils suggèrent simplement d'être prudent, de suivre ces enfants, mais pas forcément de bouger trop en termes de traitement. Alors, ceci dit, donc, après ça, je pense que le reste de mon topo, ça va être focalisé plutôt sur les troubles bipolaires de type 1, classiques, plutôt que sur ces formes-là à phénotype élargi. Et quelles sont les caractéristiques? Déjà en termes d'épidémiologie. Encore une fois, je présente une étude aux États-Unis parce que quand même, ils ont la possibilité de faire ça, mais je vais présenter aussi une méta-analyse. Comme vous savez, c'est très célèbre, c'est toujours Kessler, l'étude National Comorbidity Survey, c'est la plus grande étude épidémiologique. Il y a aussi un supplément pour l'adolescent. Et dans cette étude, ils ont trouvé que quand même chez l'enfant et l'adolescent ensemble, donc ils ne spécifient pas seulement l'enfant, la prévalence est autour de 1%, donc quand même pas les spectres bipolaires, mais les bipolaires. Et par ailleurs, j'ouvre une parenthèse, bien évidemment, toutes ces controverses sur où il faut élargir les spectres, ce n'est pas seulement quelque chose de l'enfant, c'est bien un problème qui est bien connu aussi dans la littérature chez l'adulte, mais chez l'enfant, ça prend beaucoup de dimensions très importantes, compte tenu que les symptômes d'irritabilité sont présents dans plusieurs syndromes. Après, finalement, c'est intéressant, il y a eu aussi une méta-analyse l'année dernière, dans lesquels ils ont analysé 6 études des États-Unis et 6 au dehors des États-Unis, et en limitant au diagnostic des troubles bipolaires de type 1 classique. Et ils ont retrouvé une prévalence qui est très similaire. Et la chose intéressante, c'était qu'il n'y avait pas de différence parmi les études des États-Unis et au dehors des États-Unis. Donc, quels sont les facteurs de risque qu'un clinicien peut repérer dans sa pratique clinique? Bien, en fait, on sait bien évidemment l'histoire familiale, ça a un rôle, il y a une augmentation de 4 à 6 fois. Si on va voir les caractéristiques prémorbides avant
des épisodes chez l'enfant et l'adolescent, on retrouve, c'est vrai, des altérations, mais ils sont extrêmement spécifiques. C'est-à-dire que les troubles du comportement perturbateur, l'irritabilité, TDAH et anxiété dysphorie, c'est quelque chose, bien évidemment, d'extrêmement spécifique. Et une chose auquel parfois les pédopsychiatres ne font pas trop attention, c'est le fait que quand même 20% des adolescents avec troubles dépressifs majeurs, ils vont quand même développer un trouble bipolaire classique. Et les prédicteurs, ils ont été étudiés, pas de façon systématique, mais ils ont été étudiés quand même quand on a des épisodes dépressifs, des bouts très rapides, avec surtout une composante de ralentissement psychomoteur et des caractéristiques psychotiques, l'histoire familiale des troubles bipolaires, ou un switch hypomane ou maniacal après un traitement avec antidépresseur, qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire c'est pas que si on a un switch avec un antidépresseur, on fait le diagnostic des troubles bipolaires chez l'enfant, il faut quand même respecter les critères, mais ça c'est un facteur de risque. Et ça c'est tout des prédicteurs. Quelle est l'évolution de ces troubles? On a des données pour le moment à 8 ans de follow-up dans la littérature qui nous indiquent que c'est quand même, même chez l'enfant comme chez l'adulte, c'est un trouble extrêmement sérieux. Et donc, ils passent 60% de leur temps symptomatique. Et l'étude de Kobe que j'ai mentionnée tout à l'heure, il nous donne des informations aussi sur les caractéristiques cliniques de ces troubles en termes de polarité, que la prévalence elle est dépressive, et ils ont quand même, par rapport aux adultes, plus des épisodes mixtes et plus de changements de polarité. Et on ne sait rien sur la conversion vers des troubles psychotiques. Je vais passer au diagnostic et au traitement. Donc, en fait, comme vous savez, quand on lit les papiers, et on trouve beaucoup des études qui ont appliqué des entretiens semi-structurés, des critères, les critères du DSM, qui sont quand même une approche qu'on appelle algorithmique, c'est-à-dire on a des algorithmes et il faut suivre ça. Bien évidemment, dans la pratique clinique, surtout si on est très occupé, les cliniciens moyens, ils n'adoptent pas une approche algorithmique, mais il adopte la plupart des cas une approche prototypique, c'est-à-dire on a une image dans notre tête du patient et on essaie de voir combien les patients qu'on a dans notre bureau collent avec cette image qu'on a dans notre tête. Ceci dit, cette approche-là prototypique, ça ne marche pas, surtout pour les troubles bipolaires. Il y a des études très intéressantes dans lesquelles ils ont présenté des vignettes cliniques aux États-Unis et en Angleterre. Et donc, selon une approche prototypique, il y avait un degré de consensus qui était vraiment très, très bas. Donc, suite à ça, il y a eu des cliniciens qui ont passé beaucoup de temps, des chercheurs qui ont passé beaucoup de temps à étudier des approches alternatives basées sur l'évidence empirique pour aider les cliniciens dans la pratique clinique en proposant un ITER diagnostic qui peut être faisable dans la pratique clinique et ça prend beaucoup de temps, si possible, mais qui n'est pas forcément algorithmique toujours, mais qui est basé sur l'évidence. Et j'ai trouvé très intéressant la proposition de ces chercheurs-là que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc, la question de base, c'est effectivement, on a un risque de troubles bipolaires de 0% à 100%. Et on a 3 phases. La première phase dans laquelle il faut que les cliniciens comprennent s'il faut continuer dans l'exploration du trouble ou s'il faut s'arrêter dans la pratique clinique après 5 minutes. Après, si on va continuer la phase suivante, on a toute une série d'investigations qui nous dit finalement s'il faut traiter. Donc on a ce que j'appelle les weight treatment threshold et les test treatment threshold. Donc, dans ces premières phases-là, il propose 3 étapes. La première, c'est, ça vous avez toutes les étapes, paniquez pas, je ne vais pas tout lire, mais je vais bien évidemment vous laisser les diapos. La première étape, c'est d'évaluer la base rate du trouble bipolaire selon les contextes cliniques dans lesquels on est. Si on est dans une clinique très spécialisée pour les troubles de type perturbateur de l'enfant, ou si on est dans un contexte plus général, la probabilité va changer. Donc,
Dans ce cas-là, si on est dans un contexte plus général et dans lequel on n'a pas des indicateurs qui viennent des autres étapes, selon l'évidence qu'on a, le clinicien peut s'arrêter à cette étape-là. Par contre, si on a dans l'étape suivante des facteurs de risque qui nous indiquent que les patients pourraient avoir un trouble bipolaire, et il faut continuer dans l'exploration. Et quels sont ces facteurs de risque qu'ils ont retrouvé après une analyse systématique de la littérature. En fait, si on est face à un trouble bipolaire, un trouble dépressif majeur chez l'enfant, ça c'est plutôt commun et ce n'est pas spécifique du tout pour le trouble bipolaire. Et aussi l'histoire familiale du trouble bipolaire. C'est vrai que les enfants avec trouble bipolaire ont plus fréquemment des parents avec trouble bipolaire, mais ce n'est pas vrai que si on a un parent avec un trouble bipolaire, forcément, et spécifiquement, il y aura un lien avec les troubles bipolaires. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque qui sont plus spécifiques. Par exemple, la psychose. Et c'est plutôt rare et chez l'enfant, elle est plutôt liée au trouble bipolaire que d'autres causes comme la schizophrénie qui est très rare. En fait, c'est intéressant parce que Gabriel Carson, qui travaille aux États-Unis, avait fait toute une révision de la littérature dans les années 70. Il avait retrouvé que beaucoup de cliniciens aux États-Unis faisaient diagnostic de schizophrénie chez l'enfant et finalement, ces cas-là, ils ont été réclassifiés comme trouble bipolaire. Et après, on a des indicateurs quand même très spécifiques, bien sûr, comme la manie aiguë. Donc, si on a des facteurs de risque, il suggère de passer à l'étape suivante. Et l'autre étape de screening, c'est d'appliquer des échelles qui explorent surtout les troubles qu'on appelle externalisés, donc les troubles du comportement perturbateur, en sachant que des scores très bas dans ces échelles-là, et ils sont souvent associés à des probabilités de troubles bipolaires très faibles. Par contre, des scores élevés, ils ne sont pas forcément informatifs et spécifiques. J'ai combien, Richard? C'est bon. Bon, d'accord, je vais parler. Jusqu'à que tout m'arrête, je vais parler. Encore 20 minutes. Ah, ok, super, ça va. Et donc, il suggère de continuer avec une évaluation plus spécifique. Et donc, une chose qu'il suggère de faire, et c'est très important, c'est bien sûr de recueillir des informations de plusieurs sources d'informations, surtout des parents. On a une espèce de stéréotype clinique en pédopsychiatrie selon lequel, pour les troubles de l'humour, les parents ne sont pas très informatifs, c'est mieux de recueillir l'information de l'enfant. Ça, c'est vrai surtout pour les troubles de l'humour de type unipolaire dépressif, mais ça a été bien démontré que ces enfants avec troubles bipolaires, ils ont un insight qui est très, très faible et la source plus significative, c'est quand même ça reste les parents et même s'ils ont eux-mêmes des troubles bipolaires. Il y a eu des études qui montrent que le fait d'avoir un trouble bipolaire, ça n'impacte pas forcément les jugements que les parents donnent aux cliniciens. Et après, bien sûr, des interventions plus structurées avec des entretiens semi-structurés. Et pour planifier les traitements, bien sûr, d'évaluer d'autres éléments cliniques comme le fonctionnement familial, les caractéristiques de la personnalité et les comorbidités qui, bien évidemment, ont un impact sur les traitements. Et après, bien sûr, dans les phases de mise en place du traitement, il propose aussi, je ne vais pas perdre de temps ici, si vous voulez lire l'article, c'est très intéressant, une série d'outils comme par exemple des applications de l'iPhone ou d'autres tablettes pour suivre les décours du trouble et pour avoir une charte des changements de l'humour, etc. Donc, bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il faudrait appliquer forcément cette approche-là, mais je pense que c'est intéressant de voir une approche, ils ont calculé aussi le temps que ça comporte, tout ça, une approche qui n'est pas forcément prototypique, qui a été montrée être vraiment pas très fiable. Ils ont calculé aussi ce qu'on appelle les diagnostic likelihood ratio, c'est-à-dire c'est un chiffre pratiquement qui donne les probabilités, l'augmentation de la probabilité pour les diagnostics que chacun de ces outils vont donner. Et quand c'est entre 5 ou inférieur à 0,2, il peut être utile, c'est-à-dire ça va augmenter la probabilité. Donc c'est une approche bayésienne finalement des statistiques.
Et comme vous voyez, toutes les échelles qu'on peut appliquer, ils vont quand même être augmenter l'information, mais ils sont évidemment pas diagnostiques du tout. Et diagnostic différentiel, je pense que c'est assez clair. Il y a toute une littérature assez élevée assez ample sur le TDAH et sur les autres situations qui présentent l'irritabilité, troubles dépressifs majeurs, anxiété, troubles d'anxiété généralisée, troubles oppositionnels avec provocation, troubles du spectre autistique, troubles de conduite, substance use disorder et parfois TOC. Donc vous voyez, on a pratiquement toute la psychopathologie. C'est qui, même chez l'enfant, si on adopte l'approche rigoureuse, que je pense est plutôt dans la tradition européenne, ce qui fait la différence entre les troubles bipolaires et les autres troubles que je viens de mentionner, c'est surtout ça, c'est le caractère épisodique ou pas. Ça, c'est un bon tableau en résumé, mais je vais prendre par exemple comme cas l'élévation de l'humour, qu'on peut avoir aussi chez les enfants avec TDAH, mais il n'est pas épisodique. Ou l'irritabilité, ou le sommeil, par exemple, il y a des différences très significatives au niveau du sommeil. On peut avoir insomnie chez les enfants TDAH, mais c'est difficulté à s'endormir et ce n'est pas les besoins réduits de sommeil. Donc c'est quand même une phénoménologie assez classique, assez connue, qui est en train d'être étudiée aussi chez l'enfant. En termes de traitement, donc en fait, j'ai eu pas mal de chance parce que au lieu de montrer toutes les études qu'on a maintenant, et c'est quand même assez difficile, il y a eu récemment une méta-analyse des traitements pharmacologiques. Je vais démarrer avec les traitements pharmacologiques, après je vais terminer avec les traitements pas pharmacologiques. Il y a eu une méta-analyse des études, et ce qui est bien, je trouve, dans cette méta-analyse, et qu'ils ont comme outcome principal, ils n'ont utilisé pas l'effect size, mais ils ont utilisé l'odds ratio de pourcentage de rémission ou de réponse au traitement. Parce que bien évidemment, quand on utilise l'effect size, on peut avoir des différences significatives sur le plan statistique, mais on ne sait pas si ces différences significatives sur le plan statistique, quand même, ils ont un significat vraiment clinique important. Donc c'est pour ça que c'est plus important d'utiliser odds ratio de la pourcentage de réponse au traitement. Et ce qu'ils ont retrouvé dans ces méta-analyses-là, c'est quand même il y avait pas mal, un certain nombre des études en ouvert, mais aussi en double aveugle. Et surtout le fait que la plupart des patients étaient dans les études en double aveugle. Et donc ça veut dire que les études en ouvert, c'était des petites études qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Comme vous voyez, parmi les médicaments étudiés, la plupart, encore une fois, des études, bien évidemment, ça venait des États-Unis. Donc là aussi, on a des médicaments que, forcément, dont on ne dispose pas en France ou dans d'autres pays. Et donc, du valproate, quetiapine, aripiprazole, pas beaucoup. J'étais un peu étonné de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de risperidone. Donc, quand le sujet de beaucoup de débats, c'était autour du risperidone. Donc, ce qu'on a retrouvé, ça je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais en tout cas, je vais expliquer. Ils ont fait deux sensitivity meta-analyses, donc en analysant les études en ouvert et les études randomisées contrôlées. Et donc, c'est drôle parce que quand on voit les études en ouvert, toutes les études publiées qui sont significatives, vous voyez, il n'y a pas aucune étude qui traverse la barre. Et donc, mais quand même ici, on voit quand même des effets plutôt consistants. Par contre, à niveau de troubles des études randomisées, ils n'ont pas trouvé beaucoup d'études sur les valproate, seulement une étude, et oxcarbazepine et topiramate. Et ce n'était pas significatif, ça. Et par contre, les études avec les antipsychotiques, les neuroleptiques atypiques, comme on les vous appelle, parce que je pense que la nomenclature de ces molécules, ça change beaucoup. Donc, on a quand même aripiprazole, quetiapine et risperidone, et seulement une étude avec ziprasidone. Et donc, et ça, c'est encore une fois, c'est la réponse rate, ou le ratio de la réponse rate.
Donc, quoi dire, quoi retenir de cette méta-analyse-là? Il semble-t-il que si on doit traiter ces troubles-là pour le moment, et ça, l'outcome, la durée du traitement, c'était quand même des études à courte durée, il faudrait privilégier les antipsychotiques atypiques plutôt que les stabilisateurs de l'humeur. Une chose à dire, je pense intéressante pour la pratique clinique, c'est que l'outcome principal, c'était tous les items des manies, hypomanies. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont étudié l'efficacité de ces médicaments pour la composante dépressive chez les troubles bipolaires chez l'enfant. Il n'y a pas beaucoup d'études, il y en avait 2-3 je pense, et ce n'était pas un double aveugle, qui ont étudié les enfants de moins de 10 ans. Et bien évidemment parce que c'est rare, et surtout, et ça c'est intéressant parce que c'est plus fréquent dans la pratique clinique, il n'y avait pas beaucoup d'études qui ont évalué l'efficacité de ces médicaments-là sur les symptômes de ADHD chez ces sujets-là. Et avec des réponses, prévalence des réponses très très variables, 62% c'était une étude ouverte. Par contre, vice-versa, on n'a pas aussi beaucoup d'études qui ont analysé l'effet des psychostimulants chez ces enfants-là. On sait que ça ne donne pas toujours un risque pour développer des épisodes de manie. Au contraire, ça stabilise beaucoup. Par contre, chez d'autres enfants, effectivement, c'est un facteur de risque. Mais c'est quelque chose sur lequel, malheureusement, depuis le fait que c'est commun, il n'y a pas une recherche systématique. On est en train de faire ça. Je fais partie d'un réseau de cliniciens et de chercheurs sur le TDAH au niveau européen. On est en train de faire une méta-analyse et une révision systématique sur ça. Donc, je pense que j'aurai plus de données dans 1 an, 2 ans, parce que ça prend du temps. Et aussi, pas beaucoup d'études qui ont analysé l'association, qu'aux États-Unis, même chez les enfants, c'est quelque chose qu'on fait plutôt beaucoup, entre stabilisateurs de l'humeur et antipsychotiques de 2e génération. Et c'était efficace, mais seulement dans des études ouvertes, donc vraiment pas très fiables. Finalement, je vais terminer avec les approches non pharmacologiques. Bien évidemment, on privilège les approches pharmacologiques, mais aussi, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une place pour les approches non pharmacologiques comme approche complémentaire, donc pas alternative, mais une association. Et là, l'évidence elle est encore plus étroite par rapport à l'évidence que j'ai montrée pour les médicaments. Et ça c'est un article assez récent dans lequel ils ont fait une révision systématique de la littérature sur toutes les stratégies de type psychologique ou psychosocial pour les troubles bipolaires chez les enfants. Et vous voyez, ça c'est les différents types d'interventions. Donc ils ont des noms assez variés, mais finalement c'est tout des variantes de CBT ou des thérapies des TCC ou dans lesquelles on associe des composants de thérapie dialytique ou des composants de thérapie intrafamiliale ou interpersonnelle. Et finalement, on a quand même seulement quelques études randomisées contrôlées. Pour FFTA, c'est le Family Focused Treatment. Et ça, qui est l'MF, c'est Multi-Individual Family Psychoeducation. Donc, c'est des approches dans lesquelles on mélange TCC et approches psychoéducatives. Et donc, comment commenter ça et voir au-delà de la significativité statistique? Donc, ces études sont adaptées chez des études chez l'adulte. Aucun de ces études propose ça comme approche de première ligne, mais plutôt comme un complément pour la thérapie pharmacologique. Et le problème dans l'interprétation de cette étude-là, c'est le problème que j'ai nommé depuis le début de ma présentation, c'est-à-dire que quand on va regarder les populations qu'ils ont incluses dans cette étude-là, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont inclus, c'est-à-dire ils parlaient des troubles bipolaires, des spectres bipolaires, et donc on ne sait pas justement quel type d'enfant on va étudier. Donc pour l'avenir, on a besoin, je pense, de plus RCT, de plus études randomisées contrôlées et meilleures, et aussi de voir
comment on va évaluer l'efficacité de ces interventions. On a fait récemment avec les groupes européens une méta-analyse des troubles des traitements non pharmacologiques pour l'hyperactivité et on s'est rendu compte d'une chose assez intéressante. On a fait deux sensitivity analysis, c'est-à-dire deux sub-analyses. Quand on a pris les études randomisées contrôlées dans lesquelles on demandait quand même aux parents d'écouter l'évaluation, d'écouter l'efficacité du traitement, et il y avait des résultats plutôt positifs pour les thérapies de type comportemental et pour les traitements diététiques. Par contre, quand on prenait des outcomes qui étaient évalués par quelqu'un d'autre que les parents, donc plus loin dans les settings, et l'effect size chutait terriblement. Donc, je pense que l'évaluation aussi, l'évaluation de ces aspects-là, c'est très important dans l'évaluation rigoureuse de ces interventions. Et pour le moment, je pense que l'évidence qu'on a, ça ne nous permet pas de privilégier une approche plutôt qu'une autre. Et surtout, c'est que quand on fait des méta-analyses comme ça, on met tout, c'est-à-dire on compare les groupes A et les groupes B, bipolaire versus contrôle, ou bipolaire avec traitement A et avec traitement B. Mais ce dont le clinicien a besoin, ce n'est pas forcément de ça, mais c'est de savoir quelles sont les caractéristiques à niveau du patient, pas du groupe, qui permet de prédire la réponse donc des facteurs de modération et des médiateurs de la réponse au traitement. Et ça n'a pas étudié. Bien sûr, l'FDA, on ne peut pas faire aux États-Unis des études si on n'étudie pas l'impact sur les réseaux neuronaux, sur le cerveau. C'est la politique qui a été introduite dans les dernières 5-6 ans aux États-Unis. Et je ne suis pas forcément d'accord que ça, c'est vraiment indispensable, mais on peut parler. Et surtout des études de prévention, c'est-à-dire des stratégies, pas seulement pour traiter, mais pour prévenir ça aussi. Et ça, justement, la collaboration entre des gens comme moi, des pédopsychiatres, et des gens comme vous, des psychiatres, est fondamentale. Vous savez que, je ne sais pas en France, parce que ça fait quelques années que je ne travaille plus ici, mais par exemple en Angleterre, où je travaille maintenant, il y a tous des services de transition, et donc dans lesquels on a finalement, on ne sait pas si les appeler pédopsychiatres ou psychiatres d'adultes, finalement c'est la même personne, qui s'occupe vraiment de ces phases de transition. Et par rapport à ce que le professeur Delorme disait à l'introduction, c'est vraiment bien, je pense que votre expertise puisse s'interfacer avec l'expertise du professeur Delorme et d'autres pédopsychiatres pour essayer de comprendre mieux, parce que, comme vous voyez, de la littérature, c'est un sujet dans lequel, surtout en Europe, il n'y a pas beaucoup de publications, on ne sait pas trop, et je pense donc qu'il y a beaucoup de travail sur le plan clinique. Voilà, je pense que j'ai terminé là. Comme vous voyez, je n'ai rien fait à niveau d'imagerie génétique, surtout parce que génétique, je ne comprends rien. Imagerie, je comprenais quelque chose, je comprends oublier, et je pense que ce n'était pas en tout cas les topos, les sujets de mon topo. Et voilà, donc je pense que j'ai terminé.